Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire du mois de novembre que nous avons décidé de consacrer à l'épargne retraite et plus particulièrement au nouveau-né de la gamme Yomoni, on a nommé Yomoni Retraite. On n'a pas souvent l'occasion de vous présenter une nouvelle enveloppe de capitalisation et pour faire la lumière sur ce nouveau dispositif parfois un peu complexe, on a la chance d'avoir avec nous ce soir deux invités spécialistes de la retraite, chacun dans leur secteur, assez différents mais au final très complémentaires. Donc ce soir, nous aurons l'intervention d'Henri Chabadel, qui est le Chief Investment Officer de BlackRock pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Rappelons que BlackRock est aussi un expert de l'épargne retraite outre-Atlantique. Bonsoir Henri et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous. Et nous échangerons également aussi avec Benjamin Rival, qui est cofondateur et gérant de la société Visio Retraite, société spécialisée dans les bilans de carrière. Donc, ces personnes qui vous aident à retracer en fait toute votre carrière afin de déterminer vos revenus à la retraite. Bonsoir Benjamin et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme à notre habitude, nous allons démarrer ce webinaire avec un point sur la situation, je dirais, sanitaire, politique et économique avec Alexis Nac, qui va nous faire un rapide débrief de la situation et nous expliquer l'impact de la situation actuelle sur les portefeuilles de Yomoni. Alexis, c'est à toi. Merci Charlotte, bonsoir à tous. Alors, depuis notre dernier webinaire, le premier fait marquant d'actualité, c'est naturellement la brusque dégradation de la situation sanitaire en Europe qui a contraint les autorités gouvernementales à instaurer des nouvelles mesures de distanciation sociale dans la plupart des pays de la zone euro. Alors, ceci aura un impact certain sur l'activité économique au quatrième trimestre, d'autant plus s'il se prolonge jusqu'aux fêtes de fin d'année, qui est une période habituelle de très forte consommation. Ceci a logiquement pénalisé les actions en octobre, notamment celle de la zone euro, qui est la zone la plus touchée par la recrudescence de l'épidémie. Les actions européennes ont baissé de près de 6%, de plus de 6% sur le mois. Ceci dit, si on prend un peu de recul, les dernières mesures qui ont été prises, elles ne sont pas aussi restrictives que celles qui avaient été prises lors de la première vague. De plus, les entreprises, elles se sont largement adaptées à un mode de travail à distance. On le voit ce soir au cours de ce webinaire. Et l'autre point important, c'est que les mesures de restriction de l'activité sont bien moins généralisées que lors du premier confinement. On n'a pas d'impact sur la croissance, sur la demande mondiale. Nous, à ce stade-là, alors certains secteurs seront certainement en grande difficulté, je pense au tourisme, à la restauration, mais pour l'instant, nous, on ne voit pas de scénario en W, c'est-à-dire un scénario de double récession mondiale. Ça, c'est très important. De plus, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on a des comparables. On a des comparables avec la situation de cet hiver. Si on se compare avec la reprise économique qui a suivi la première vague, elle a été beaucoup plus forte que ce qu'attendaient les analystes. Si on prend l'exemple des États-Unis, le PIB au troisième trimestre a progressé de 33% en rythme annualisé, ce qui était largement au-dessus de ce qui était attendu. Les entreprises également, pour 85% d'entre elles, ont publié des résultats au-dessus des attentes. On peut donc s'attendre à un mouvement similaire de rattrapage de l'activité dans les régions qui sont actuellement les plus touchées par le virus lorsque les nouvelles mesures de restriction seront levées. L'autre point nouveau, je dirais, très important et qu'on n'avait pas lors du premier confinement, c'est l'espoir d'un vaccin. On a les chances que le lancement d'un vaccin soit annoncé, un lancement d'un vaccin d'ici la fin d'année soit annoncé en urgence. Alors, je dirais les probabilités pour que le vaccin soit disponible à très court terme en masse sont très très faibles, mais l'effet d'annonce, ce serait très salvateur pour les marchés et pour l'économie. Il donnerait beaucoup de visibilité aux investisseurs, il permettrait aux autorités d'organiser la sortie de crise et il donnerait beaucoup de morale aux investisseurs, aux ménages, et du coup un facteur de consommation. Alors le deuxième événement majeur, naturellement, ce sont les élections américaines. Alors même si le résultat est encore incertain, très serré, donc encore incertain, la seule certitude, c'est qu'on n'aura pas de vague républicaine ou démocrate, on aura un parlement qui sera équilibré entre les deux partis. On pourrait également avoir une majorité différente entre celle du Congrès et celle du Sénat. Ça, on ne le sait pas encore, mais c'est ce qui se profile. Donc, à court terme, les tensions politiques, elles risquent de perdurer un certain temps, parce qu'on voit que Donald Trump, et ça, il l'avait annoncé, il va tout faire pour contester les résultats devant la Cour suprême. Et la nouvelle configuration du Parlement ne devrait pas faciliter les discussions sur le lancement d'un deuxième vaste plan de relance. En revanche, si on se projette à un peu plus long terme, cette configuration parlementaire, je dirais, qui donne un peu moins de marge de manœuvre à l'exécutif, elle est plutôt favorable à
je dirais, elle limite les risques d'une hausse brutale de la fiscalité pour les entreprises et elle limite la hausse des restrictions réglementaires pour les secteurs que sont la technologie et les télécommunications, comme vous savez, qui sont les deux secteurs sur lesquels nous sommes surpondérés. Et donc, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle à plus long terme sur les actions et sur les secteurs sur lesquels nous sommes exposés. Alors, nos portefeuilles, Charlotte, en effet, comment ils ont réagi? Pendant le mois d'octobre, ils ont plutôt bien traversé cette période de trouble, parce qu'un profil 6 n'a baissé, je dirais, que de 1,1% sur le mois d'octobre, un profil 10 de 2,5% seulement, notamment grâce à notre forte diversification internationale et notre faible exposition à l'Europe. Pour rappel, l'Europe, c'est entre 10-15% d'exposition au sein des actions, donc nous sommes très peu exposés dans une allocation diversifiée à l'Europe. Si on intègre la hausse de cette semaine, nos portefeuilles sont tous revenus en territoire positif depuis le début de l'année. Notre P6, donc notre profil 6 équilibré, est à 2,5% de performance depuis le début de l'année et notre profil 10 à 0,5% de performance depuis le début de l'année. Alors, que faisons-nous dans les portefeuilles maintenant, dans ce contexte, je dirais, qui est un peu plus compliqué? Alors, comme je l'ai dit, on ne peut pas nier que les risques sanitaires et politiques ont augmenté à court terme depuis notre dernier webinaire. Mais pour nous, pour l'instant, en tout cas, à ce stade, ça ne remet pas du tout en cause notre scénario, je dirais, d'un peu plus long terme, d'une reprise économique globale qui devrait se poursuivre. Certes, elle sera modérée, mais elle devrait se poursuivre. Pour l'instant, on n'envisage pas du tout de deuxième récession mondiale. Donc, dans ce contexte-là, on garde notre surexposition modérée aux actions. Pour rappel, dans un profil 6, donc notre allocation équilibrée de référence, dont l'allocation de référence est de 50% d'actions, 50% d'obligations, on est surexposé à 5% en actions. Au sein des actions, on augmente légèrement notre exposition aux actions émergentes. Donc maintenant, on est surexposé sur cette zone géographique parce que cette zone géographique est nettement moins exposée aux risques politiques et sanitaires. On voit la Chine, elle a retrouvé ses niveaux de croissance, elle a pratiquement retrouvé ses niveaux de croissance d'avant-crise. Voilà, Charlotte. Merci Alexis pour ce récapitulatif très clair et on vous le répétera jamais assez, mais il faut avant tout bien choisir votre profil et maintenir vos positions sur la durée. Merci Alexis. Merci à vous. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, la retraite, on en parle beaucoup. On sait tous que l'évolution démographique fait que le nombre de salariés actifs par retraité ne fait que diminuer ces dernières décennies. On vous parle depuis très longtemps de la nécessité de capitaliser au-delà de votre régime légal. Et effectivement, on va voir tout de suite avec Benjamin que le besoin de capitalisation devient de plus en plus important. Avant d'évoquer le PER, un sujet nous paraissait important, c'est d'évoquer la réforme des retraites dont le projet de loi est encore en cours puisque rien n'a été encore décidé. Est-ce que Benjamin, tu peux nous faire un petit récapitulatif sur ce projet de loi, sur sur les conséquences qu'il y aurait sur les systèmes de retraite légaux actuels? Ouais, Charlotte, bien sûr. Donc, au niveau du contexte que tu évoques avec la baisse des taux de remplacement, c'est vrai que déjà depuis quelques années, on a des réformes qui sont déjà passées, qui ont un impact sur ces taux de remplacement. La dernière en date, c'est quand même celle de l'ARCO-AGIRC. Donc l'ARCO-AGIRC, c'est la complémentaire de tous les salariés du privé. On a eu une réforme en 2019 qui a amené plein de choses. On a eu une fusion de l'ARCO et de l'AGIRC. Derrière cette fusion, on a quand même décidé à nouveau de baisser la rentabilité de la cotisation, à savoir le niveau de rente généré par rapport à l'épargne versée, cotisation salariale, cotisation patronale. Il faut savoir que globalement, auparavant, au niveau de l'ARCO et de l'AGIRC, on était à 5,5% de rendement de la cotisation. On est redescendu à 5% aussi. Donc, on a déjà des réformes qui passent petit à petit, qui affectent le taux de remplacement futur. On a, comme tu le disais, cette réforme nouvelle qui est passée au mois de février dernier, ce projet de loi visant à mettre en place un régime unique de retraite, mais qui passera un jour ou l'autre pour mettre en place ce régime universel par points. Alors, on dit beaucoup de choses derrière ce régime universel par points, tout le monde peut avoir son avis. Il y a quand même une chose fondamentale qu'il faut bien intégrer, c'est que ce régime universel par points va faire qu'on va, notamment pour les gros salaires, alors gros salaires au-dessus de 120 000, 130 000 euros bruts par an globalement, on ne va plus cotiser à la retraite au-delà de ces sommes. Alors qu'aujourd'hui en France, on cotise globalement jusqu'à 330 000 euros de revenus annuels. Donc tu nous dis là en fait que suite à la réforme et au passage du système universel, de la retraite universelle, les hauts cadres vont moins cotiser.
Ouais, ça va surtout toucher les hauts cadres, bien évidemment, cette mesure, donc tous ceux qui forcément gagnent plus de 130 000 euros par an de revenus. Donc effectivement, ça va quand même toucher une part minoritaire des personnes. Il y a aussi une autre dimension dans ce projet de réforme universelle des retraites qui est quand même de mise, c'est qu'on veut revaloriser les petites retraites. Aujourd'hui, ces petites retraites, globalement, en France, on a beaucoup parlé de ce fameux minimum contributif. C'est la retraite minimale qu'on peut avoir quand on a travaillé 40 ans en France, globalement, ou 42 ans, sur on demande 168 trimestres. Elle fait 700 euros par mois. On veut la faire passer à un peu plus de 1000 euros par mois. Ça, c'est énorme, entre guillemets, parce qu'il y a quand même malheureusement beaucoup de monde qui touche des petites retraites aujourd'hui. Pour financer ça, on va augmenter la part de cotisation non productive de droits pour tous les gens qui ont des revenus plus élevés. On va mécaniquement avoir en fait un système resserré, au détriment des cadres supérieurs qui, à niveau équivalent de revenus par rapport à aujourd'hui, vont perdre 5-10% auxquels ils pourraient prétendre aujourd'hui. Donc on va vers pour ces cadres, on va de plus en plus les inciter à cotiser de leur côté, à cotiser de manière plus solidaire pour les petits revenus, les petites retraites, et de plus en plus, on va les inciter à cotiser de leur côté. Et c'est toute la logique de la réforme de la loi Pacte, c'est de rendre cette épargne retraite plus accessible, plus simple à comprendre pour ces cadres qui demain vont devoir beaucoup plus l'utiliser qu'ils ne le font aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, je te l'ai dit l'autre fois au téléphone, on utilise très très peu encore l'épargne retraite sur la base des anciens dispositifs qui existaient avant la loi Pacte. Donc l'idée, c'est qu'on commence à l'utiliser beaucoup plus demain. Donc en fait, ce qu'a apporté la loi Pacte en créant le PER, c'est un outil qui est particulièrement adapté aux classes sociales qui vont être le plus impactées par ce régime universel. Donc, je dis impactées dans le sens négatif, puisqu'on a bien compris que les plus petites retraites allaient être impactées, mais a priori dans un sens positif pour réévaluer leur pension de retraite. Mais l'idée, impactées, on va moins cotiser, on va moins toucher de retraite. C'est ça? Et d'un autre côté, on va réévaluer les plus petites retraites. Derrière ça, derrière cet effort de solidarité qui va être demandé à tout le monde dans ce futur régime unique, on va effectivement essayer de responsabiliser davantage les cadres supérieurs. Jusqu'à aujourd'hui, ils cotisaient beaucoup, notamment dans le régime général. Ils n'avaient pas forcément besoin d'investir dans de l'épargne retraite en tant que telle pour s'assurer un revenu entre guillemets décent à la retraite. De plus en plus, on va effectivement leur dire, écoutez, on vous fait peut-être moins cotiser sur les tranches supérieures de vos revenus. Par contre, vous devez vous responsabiliser vous-même et avoir une dynamique d'épargne plus forte et potentiellement plus jeune que ce que vous aviez été habitué à faire jusqu'à présent. Ok, donc au final, le PER vient un peu, je dirais, compenser ce que pourrait apporter la réforme à venir et en fait la perte en fait de retraite issue du système légal. On est à peu près... Alors, si on embraye sur ce PER, enfin tout du moins si tu m'autorises à aller directement sur le fonctionnement de ce PER, alors le fonctionnement de ce PER aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il devient plus attractif? Alors, je vais essayer de partager à l'écran. On a fait des tests tout à l'heure. On va voir si ça fonctionne bien. Vous allez me le confirmer, bien sûr. Hop. C'est bon, vous voyez bien, Charlotte, tu me le confirmes? Moi, j'ai rien du tout là. Elle n'a rien du tout. Hop. Allez, je vais réessayer de le faire. Tu vas me dire si c'est bon. Et voilà. Est-ce que là, c'est bon pour toi? Ouais, super. Allez, je me mets un petit peu plus gros. Là, tu vois bien, vous voyez bien de manière importante, tu me le confirmes? Ouais, tu peux, on voit bien, c'est OK. Alors, sur le PER, on a voulu déjà rendre la chose plus simple. C'est vrai qu'auparavant, il y avait 4 produits d'épargne retraite différents. Il y avait 2 produits qui pouvaient être ouverts par l'entreprise, l'article 83 et le PERCO. Et il y avait 2 produits que pouvaient ouvrir les individuels, entre guillemets. Alors, il y avait la loi Madelin qui était réservée aux seuls non-salariés, aux indépendants. Et il y avait le PERP que tout le monde pouvait ouvrir. Donc déjà, ce PER a voulu être plus attractif en regroupant tous ces produits dans un seul et même produit. Alors là, pour le coup, la simplification, elle n'est pas non plus extraordinaire puisque vous le constatez à travers ce tableau, même si c'est complexe à expliquer en 5 minutes, mais on a en fait un petit peu reproduit à l'intérieur de ce PER différents compartiments qui font beaucoup penser à nos produits d'avant. Il y a quand même eu une avancée majeure sur laquelle on va revenir aujourd'hui, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Autant sur la partie produits souscrits par les entreprises, on a globalement 2 compartiments qui font assez penser à ce qui existait avant, l'ex-article
pardon, 83 et le PERCO, c'est surtout sur le périn, la partie individuelle du contrat, qu'on a quand même des avancées majeures avec ce PER. Alors, on a des avancées majeures déjà parce que là, oui, il y a une simplification. On n'a plus qu'un seul produit. Avant, on avait le PERP, on avait la loi Madelin pour les indépendants. Tout ça a été fusionné. Donc, c'est quand même plus lisible. Ensuite, sur ce périn, les avancées majeures que l'on a par rapport à avant, c'est qu'on est sur un produit, certes consacré à la retraite, mais pour lequel maintenant on a le choix. Avant, c'était une rente obligatoire sur l'ex-PERP, alors même s'il y avait une petite tolérance pour 20% des droits, mais sur la Madelin, on était sur une rente obligatoire à la retraite pour récupérer son épargne. Maintenant, on a le choix. C'est soit la rente, soit le capital. Ça, c'est quand même une avancée majeure, tout du moins de notre point de vue, qui redonne un attrait très fort à ces dispositifs d'épargne retraite. On a également, là encore au niveau sur le juridique, j'entends, une autre option qui est offerte, c'est que ça ne devient pas plus qu'un produit retraite, ce PER individuel, ce périn, puisque ça peut aussi se débloquer à l'acquisition de la résidence principale. Là encore, c'est quand même une avancée majeure. On a le législateur qui nous offre avec ce produit-là une vision globale de la retraite et qui considère que globalement, l'acquisition de la résidence principale est un placement retraite et donc que le périn peut y participer. Auparavant, on avait juste le PERP qui pouvait permettre de débloquer pour l'acquisition de la résidence principale, mais on pouvait le faire qu'à partir du jour où on avait pris sa retraite. Donc, c'était réservé aux gens qui avaient acquis leur résidence principale après leur prise de retraite. Là, avec le périn, c'est différent. Vous acquérez votre résidence principale à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Vous pouvez débloquer votre contrat pour permettre de financer l'acquisition de cette résidence principale. Donc ça, c'est vraiment deux nouveautés majeures en ce qui concerne le périn et qui lui donnent un intérêt fort. Donc, on est sur un outil qui est quand même beaucoup plus flexible qu'il ne l'a été si on le prend en comparaison du Madelin et du PERP. Et au niveau on sait que le Madelin et le PERP fonctionnaient par système de déduction fiscale, c'est-à-dire qu'on avait le droit à investir un plafond chaque année qui était lié aux revenus que la personne qui investissait gagnait. Comment ça fonctionne concrètement sur le périn aujourd'hui? Il y a un aspect défiscalisant. Est-ce qu'on parle réellement de produits de défiscalisation? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, nous, on est toujours très prudent vis-à-vis de produits de défiscalisation quand on parle de ce périn. Il y a un avantage fiscal indéniable à l'entrée, c'est-à-dire au moment où on cotise. Et ça n'a pas été modifié par rapport à ce qui existait précédemment, mais ça mérite d'être rappelé. Vous allez pouvoir, sur ce périn, cotiser et déduire les sommes. Il y a des plafonds, bien évidemment. Ça peut pas dépasser, je vais la faire courte sur ce sujet-là parce qu'on peut faire beaucoup de développement, mais c'est globalement 10% de votre revenu imposable qui peut être consacré à l'épargne et qui est fiscalement déductible. On ne parle pas pour autant d'un produit de défiscalisation pure pour la simple et bonne raison qu'on a une fiscalité par contre à la sortie. Que ce soit le capital que l'on récupère ou que ce soit la rente, on va avoir un régime fiscal. Donc là, dans le tableau que je projette à l'écran, vous avez sur le bas du tableau, globalement, les régimes fiscaux à la sortie. Et notamment sur ce périn, il va falloir être très attentif à la chose suivante pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par la récupération du capital. Puisque un des inconvénients, quand on récupère le capital d'un seul coup par rapport à la fiscalité à la sortie, c'est que le régime qu'on applique, c'est celui du barème de l'impôt sur le revenu. Quand on récupère une somme forte, on peut vite, d'un seul coup, aller payer de l'impôt sur des tranches hautes, sachant que le principal intérêt fiscal du dispositif, c'est de cotiser quand on est fortement imposé, donc potentiellement sur des tranches marginales d'impôt à 30%, 41%, 45% bien évidemment, et essayer de récupérer, une fois que l'on est à la retraite, sur des tranches plus basses, à 14%, voire à 30%. Si on récupère son capital en un seul coup, on va malheureusement redéborder sur les tranches supérieures. Et là, il faut être très attentif sur son périn à ce que le contrat autorise la récupération du capital en plusieurs fois. Et ça, la loi l'autorise. Donc, les conditions générales du contrat doivent aussi l'autoriser. Il ne faut pas que le contrat soit limitatif. Il faut qu'on puisse le récupérer en 5, 6, 10, 15 fois selon sa situation fiscale, de manière à avoir une vraie dimension défiscalisante sur le long terme sur ce produit. Ok, bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque nous sur Yomoni Retraite, sur le PER Yomoni, on a une possibilité de sortie en capital fractionné qui n'est ni limitée dans le montant ni limitée dans le temps. Donc on est assez libre sur le fractionnement du capital à la sortie. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que au-delà de l'aspect défiscalisant, c'est en quelque sorte une avance sur imposition, c'est-à-dire que ça va me permettre de déduire, de réduire ma base imposable, donc de réduire le montant que je paye d'impôt au final au cours de l'année sur mes revenus, et qu'en fait, cette économie d'impôt,
en fait, je vais la repayer au moment où je sors du PER. On précise bien évidemment que vos investissements chaque année, ils peuvent être déductibles fiscalement ou non, et que la fiscalité sur le capital, c'est-à-dire la fiscalité de la tranche marginale sur le capital, n'est due que si vous prenez l'option fiscale à l'entrée. Si vous ne la prenez pas, votre capital n'est bien évidemment pas réimposé à la sortie. C'était juste pour remettre cette petite précision ici. Donc en fait, on se dit, j'essaye d'investir à une tranche marginale plus élevée que celle que j'aurais normalement à la retraite, puisque on vient de voir juste avant que les revenus du fait du taux de remplacement allaient réduire au moment de la retraite. Donc en fait, quand j'investis à 30 ou que j'investis à 41, j'espère sortir ce capital à une tranche marginale de 14 ou de 30% en fonction du montant auquel j'ai déduit à l'entrée. C'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. Il faut bien évidemment connaître parfaitement sa tranche marginale d'imposition pour essayer de neutraliser avec des cotisations sur un périn une tranche potentiellement élevée. Et c'est vrai que la tranche à 41, la tranche à 45, potentiellement, elle est assez parlante pour ça. Avec l'espoir de récupérer à la sortie, on descend globalement d'une tranche à la retraite. Pour ceux qui sont sur du 41-45 aujourd'hui, on va globalement se retrouver sur la tranche à 30% à la retraite, même si c'est toujours délicat d'envisager la fiscalité dans 30 ans. Mais quand bien même on va avoir ce principe qui va normalement rester de mise, si je récupère petit à petit, par exemple, mon capital, si je prends cette option-là et qu'il me reste 10-15 000 euros de disponible sur une tranche à 30 lorsque je suis à la retraite, eh ben, je vais faire en sorte, si j'ai 150 000 euros sur mon contrat, de récupérer en 10 fois ces 150 000 euros pour compléter ma tranche à 30%. Là, pour le coup, j'aurais fait un vrai gain fiscal sur l'espérance de vie par rapport à ce dispositif-là. Et comme tu le disais tout à l'heure, le fait d'avoir quand même une déduction fiscale à l'entrée fait que si mon contrat est bien travaillé, et j'ose espérer que c'est quand même bien évidemment votre objectif derrière, j'ai pu capitaliser sur une part plus élevée parce qu'on ne va pas déduire l'impôt au début. Et si mon contrat a été bien travaillé, bien rémunéré, je vais en tirer là encore tous les profits au moment de ma retraite. Ok, donc au final, les deux astuces qui sont cumulables ou non, parce que de toute façon c'est toujours un petit peu dur, tu as raison d'anticiper en fonction de votre âge de départ à la retraite, si c'est ne serait-ce que dans 15, 20, 30 ans, toujours un peu dur d'anticiper la fiscalité sur le revenu à ce moment-là. Mais en tout cas, il faut jouer à la fois sur un jeu de diminution de votre tranche marginale, mais au cas où ça n'arriverait pas, il y a quand même l'idée de se dire que ce gain fiscal doit être recapitalisé et que plus votre capitalisation sera importante, liée à cette déduction fiscale que vous réinvestissez sur l'enveloppe ou sur une autre enveloppe, mais plus votre capitalisation sera importante, plus votre gain, au final, votre gain financier, plus votre plus-value sera elle aussi importante. Donc, même si on joue sur une même tranche marginale, disons de 30 et 30 à la sortie, je pense là à tous ces investisseurs qui envisagent, qui sont à 5, 7 ans de la retraite, où en plus l'aspect capitalistique est un peu moins long, donc les plus-values peut-être un peu moins importantes que sur des gens qui capitalisent pendant 20, 25 ans, mais il y a quand même quelque chose à tenter, même si je garde une certaine égalité de tranche marginale à la déduction qu'à la sortie de mon PER. Ouais, bien sûr. Et puis après, bon, ça, je pense que c'est un sujet sur lequel vous êtes particulièrement attentif. Tout ce qui va venir effriter le rendement, c'est tout le pan des frais, notamment les fameux frais sur versement. Malheureusement, il y a beaucoup d'intervenants sur ce marché du PER qui est très gourmand en frais de versement. On voit des frais de versement monter jusqu'à 5%. Tout ça, ça va venir effriter sur le long terme, bien évidemment, la rentabilité de l'opération. Plus on sera attentif en niveau de frais, plus on arrivera aussi, bien évidemment, à tirer le meilleur parti de ce produit-là. Bien évidemment, le PER, avant d'être un outil de défiscalisation, reste bien évidemment une enveloppe de capitalisation sur laquelle vous devez avoir les mêmes critères de sélection que lorsque vous sélectionnez un PEA, une assurance vie, un compte titre. Petit point, donc, pour rappel, transférer aujourd'hui son PERP et son Madelin actuel vers un périn permet tout simplement de libérer le capital à la sortie et de ne pas être bloqué sur la rente. Donc ça, c'est un des gros avantages du transfert du PERP, du Madelin sur un périn, c'est de transformer votre sortie, en tout cas de vous offrir l'option capital ou celle de la rente. Vous aurez dorénavant le choix. Pour autant, je fais un très rapide point de transfert. Vous êtes nombreux à nous avoir questionné sur les possibilités de transfert, que ce soit sur le PERCO, donc l'épargne retraite collective, que ce soit sur l'article 83, sur l'épargne retraite obligatoire. Donc en fait,
les opérations de transfert ne sont pas actuellement ouvertes sur le site de Yomoni et le seront début 2021. Pour autant, pour pouvoir, quand vous allez ouvrir un pair individuel chez Yomoni, donc il est souscriptible dès 1 000 € et sans frais d'entrée, je le précise pour ceux qui en douteraient. Vous ouvrez un pair avec 1 000 € et en fait, vous allez ouvrir un compte titre. C'est le sujet juste d'après. Vous ouvrez un compte titre, en fait, vous allez ouvrir 4 poches différentes. Une première enveloppe sur laquelle vous allez faire vos versements individuels qui vont entraîner une déduction fiscale si vous le souhaitez. Et à côté de ça, on va avoir 3 autres enveloppes. Une enveloppe pour les versements qui ne seront pas déductibles fiscalement. Une enveloppe pour recevoir votre épargne retraite collective type PERCO. Une enveloppe pour recevoir votre épargne retraite dite obligatoire, dite article 83. Donc en fait, si vous avez un dispositif d'article 83, si vous avez un ancien PERCO et que vous souhaitez le transférer chez Yomoni, c'est possible. Pour ça, il vous suffit d'ouvrir un pair avec 1 000 € sur le site de Yomoni. Suite à ça, en fait, on va opérer dès début 2021 l'opération de transfert de votre ancien article 83 ou encore de votre PERCO. Pour autant, attention, seule la possibilité de versement est ouverte sur le pair individuel. En fait, pour vous, la possibilité de transférer un article 83 ou un PERCO vous permet d'accéder en fait à notre expertise en termes de gestion et à nos bas coûts de gestion, donc dont le but étant de protéger votre capital au terme jusqu'à votre retraite. Voilà, c'était le petit point rapide sur le transfert, mais on a eu énormément de questions. On parlait d'ouverture merci pour tes réponses très claires, Benjamin, sur le sujet. On parlait de l'ouverture de compte titres, car effectivement, à l'issue de la loi Pacte et de la mise en place de ce nouveau dispositif d'épargne retraite, on nous a donné le choix de pouvoir ouvrir le PER en termes de genre, soit sous forme d'assurance vie, donc enveloppe assurantielle chez l'assureur, soit sous forme de compte titre, enveloppe bancaire, dont le teneur de compte n'est autre que la banque. Chez Yomoni, nous avons fait le choix délibéré de choisir l'enveloppe du compte titre pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'était pour avoir des choix de gestion plus larges. L'enveloppe bancaire nous permet de suivre notre ADN et de vous proposer une gestion principalement en ETF. Et donc ça, c'était très important pour nous parce que là, on parle d'une épargne qui est vraiment long terme, voire très long terme en fonction de l'âge à laquelle vous décidez de déclencher votre épargne retraite. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir de travailler, toujours fidèle à notre ADN, mais de pouvoir de travailler sur une gestion efficace et faible en termes de frais de gestion. La deuxième raison, c'est que les frais de tenue de compte d'une enveloppe bancaire sont généralement plus faibles que les frais d'enveloppe des enveloppes assurantielles. Et donc, ça nous permet de vous proposer des frais de tenue de compte aujourd'hui de 0,3% au total, que vous soyez investi sur des supports très sécurisés ou des supports plus dynamiques. Les frais de gestion ne changent pas et sont plafonnés à 0,3% par an. C'est quasiment 2 fois moins cher, parfois plus, que la moyenne du marché. Je vous incite juste à être très vigilant. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de leurs frais de gestion, mais au final parlent des frais d'enveloppe de tenue de compte. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'habitude de la présentation des frais Yomoni. Et là, je ne parle vraiment que des frais d'enveloppe du compte titre. Ça ne prend pas en compte la gestion qui est dessus. Voilà. Donc, c'était la petite précision. L'idée, c'était de pouvoir vous fournir la même qualité de gestion, la même tarification, la même transparence que nous faisons déjà depuis 5 ans à travers l'assurance vie, le PEA et le compte titre. Ceci étant dit, on va du coup passer sur la présentation de notre offre de gestion et donner enfin la parole à Henri qui est avec nous depuis le début de ce webinaire. Donc, très exhaustivement, on a proposé une gestion pilotée qui va être représentée par 3 profils de gestion, qui sont le profil prudent, équilibré et dynamique. Chaque catégorie va être déterminée bien évidemment par une pondération sur des assets à la fois sécurisés et à la fois plus dynamiques que sont le monétaire, les obligations et les actions, et ce de manière à driver votre projet retraite en fonction de votre aversion au risque bien naturellement, mais aussi en fonction de l'échéance de votre projet. Vous avez été plusieurs à nous poser des questions sur les frais de gestion. Donc là, je ne parle plus des frais de tenue de compte de l'enveloppe du compte titre qui sont de 0,3%, mais je parle bien des frais de gestion des profils prudents, équilibrés, dynamiques. Chez Yomoni, les frais de gestion sur la gestion du PER sont compris entre 0,1 et 1% par an maximum. À cela, on ajoute enfin, et on est les seuls à l'expliquer de cette manière-là, les frais des sous-jacents qui sont l'acquisition des ETF. Et encore une fois, tout comme sur les autres supports, les autres enveloppes d'investissement chez Yomoni, on plafonne nos frais à 0,3% maximum sur les frais d'acquisition des ETF. Donc, en tout et pour tout, en fonction des profils, vous allez osciller entre 0,7%, 0,3% de frais de tenue de compte de l'enveloppe, 0,1% de frais
de gestion et 0,3% de frais d'acquisition d'ETF et maximum 1,6% de frais de gestion tout compris. Je vous alerte vraiment sur le fait que, encore une fois, on est peu à jouer le jeu de la transparence sur l'exposition de ces frais et pourtant, on va le voir juste après avec Henri, c'est un sujet assez capital sur cette épargne très long terme, mais beaucoup de gens autour de nous ne vous présentent en fait que les frais de tenue de compte de l'enveloppe. Donc, soyez vigilants, posez les bonnes questions, comparez, c'est tout à fait naturel, mais posez les questions, soyez curieux et comparez ce qui est comparable tout simplement. Henri, je te redonne la parole sur l'intérêt. Nous, on a fait le choix de capitaliser l'épargne retraite sur des ETF. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt d'un tel choix de gestion sur cette épargne dite de très long terme? Alors, bonjour à tous et bien évidemment, très heureux de répondre à cette question puisque vous le savez, BlackRock est un des plus grands gérants d'actifs mondiaux et une des raisons pour lesquelles on gère autant d'actifs, c'est qu'on gère beaucoup d'actifs gérés selon des stratégies indicielles, c'est-à-dire qui visent à répliquer strictement la performance des indices, ce qui permet de délivrer les performances d'un marché à moindre coût. Et ce qu'on observe dans le monde en général, c'est effectivement une tendance globale sur toutes les enveloppes d'épargne retraite à chercher à minimiser absolument les frais. Tout simplement parce que l'épargne retraite est une épargne de très long terme, tu le disais Charlotte. En général, on investit sur des horizons de 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout dépend en fait du degré d'anticipation dans la mise en œuvre de cette épargne retraite. Et 1% d'écart de frais de gestion entre deux solutions, cumulés sur 20 ans, c'est énorme. D'accord ? On peut en gros faire le produit, donc 1% x 20, c'est équivalent à 20%. En fait, c'est plus que ça, puisque l'effet des frais va se cumuler année après année. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un produit d'épargne, s'il y a des fiscalisations, ça peut largement gommer l'avantage fiscal. Et en tout cas, ça peut venir régulièrement et significativement grignoter l'espérance de gain de l'épargnant. Il ne faut pas oublier qu'un produit d'épargne, même s'il y a une défiscalisation à l'entrée, c'est très bien, c'est d'abord là pour délivrer du rendement. Or, aujourd'hui, les taux sont très bas et les espérances de rendement sur les classes d'actifs risqués ne sont pas non plus démentielles. On estime chez BlackRock qu'un produit investi à 50% en actions, 50% en obligations, donc en gros le produit standard, équilibré, moyen, va offrir à un investisseur sur le long terme, en horizon 20 ans, entre 3 et 5%. Si vous payez 3% de frais de gestion là-dessus, ça n'a juste aucun sens, puisqu'en fait, vous allez épargner essentiellement pour payer des frais de gestion. D'accord ? Tout en rappelant que les frais de gestion sont annuels, hein, Henri. Ce n'est pas comme les frais d'entrée. Voilà, vous aurez 100% du risque, puisqu'évidemment, quand on épargne, on prend du risque. Quand on épargne dans des actifs risqués, on prend du risque. Mais vous aurez une proportion très, très faible des gains potentiels. Donc, dans l'exemple que je décrivais, peut-être moins de 50% des gains potentiels. Donc, il est crucial de faire très attention à la problématique des frais de gestion des enveloppes d'épargne de très long terme. Autant sur un horizon court, c'est moins significatif, mais sur un horizon qui dépasse 10 ans, c'est vraiment crucial. Surtout en période de taux bas et en période de répression financière où la rémunération des placements sans risque va être très, très faible. Et c'est la raison pour laquelle, dans le monde, on observe de plus en plus une montée en charge des investissements de type ETF dans les solutions d'épargne retraite. Alors, la France s'y met depuis peu, et grâce à Yomoni notamment, et c'est tout nouveau. Mais si vous allez voir en Angleterre, si vous allez voir aux États-Unis, qui ont plusieurs dizaines d'années d'avance sur la France en termes d'épargne retraite par capitalisation, alors là, la photo est très très claire. Aujourd'hui, les niveaux de frais de gestion connaissent une tendance structurellement baissière, et cette baisse des frais de gestion, elle se fait premièrement grâce à une concurrence accrue, et deuxièmement grâce à une montée croissante du poids des ETF dans les solutions d'investissement. Ok, très clair, merci Henri. Est-ce que tu as une petite astuce pour nos investisseurs qui se sont vus proposer peut-être d'autres PER, qui comparent un petit peu les offres avant de se décider? Quand un prestataire, un distributeur PER affiche 0,6% ou 1% de frais de gestion, du fait de ce que tu nous racontes, on a un peu de mal à croire que tout soit compris sur des montants aussi bas, puisqu'a priori, très peu de gens travaillent sur les ETF. Comment est-ce qu'on peut facilement accéder à ces frais de gestion si personne ne les communique, si tout est fait pour que ce soit un petit peu, pas caché, mais un peu parsemé? Est-ce qu'il y a tu as une ou deux astuces à donner à nos investisseurs pour retrouver facilement ces frais ou avoir une idée? Oui, j'en ai une très simple, puisque j'ai réalisé l'exercice il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 mois avec ma cousine qui cherchait une enveloppe d'investissement et qui me présentait celle que lui avait présentée sa banque.
Et évidemment, ça paraissait très beau, les frais de gestion faciaux étaient relativement faibles, et je lui ai dit, mais est-ce que le banquier t'a remis les documents réglementaires sur les sous-jacents qu'il te propose? Et la réponse était non, alors que c'est une obligation réglementaire. Donc, on est allé les chercher sur le site internet du banquier, et il était assez évident que c'est des frais de gestion associés. Donc, vous sortez le document réglementaire qu'on appelle le KID. Donc, c'est le document qui décrit dans les grandes lignes les caractéristiques de rendement, de risque et de coût du support qui vous est proposé. Et vous avez une case qui présente le TER, donc le taux de frais effectifs. Et vous verrez, si vous y prêtez attention, qu'assez régulièrement, ce niveau de frais de gestion oscille entre 1 et 2%, parfois plus. Et évidemment, ce sont des frais de gestion qui sont très élevés et qui viennent s'ajouter aux frais d'enveloppe de l'épargne d'investissement et qui peuvent ensuite, en plus, potentiellement se trouver accentués par la problématique des frais de versement qu'évoquait Benjamin tout à l'heure. Donc, voilà, ça prend quelques minutes. En général, il suffit de poser la question au banquier, il est obligé de vous remettre, normalement sans que vous ayez à le demander, ces documents, mais s'il ne le fait pas, vous lui demandez, il est obligé de vous les remettre. Vous tournez la page tout en haut du verso, vous verrez le niveau des frais. Et si vous voyez quelque chose qui est supérieur à 1 ou 2%, c'est sur un horizon très long, c'est sans doute trop élevé. Le document que tu donnes ici, on l'appelle aussi le DICI. Tout à fait. Voilà, Pardon. donc DI, pas de souci, DICI, et à la place du PER, vous pouvez aussi regarder donc sur la deuxième page une autre version, on appelle ça aussi les frais courants. Vous avez un pourcentage et effectivement, on est autour de 2% de frais de gestion annuels. Voilà, donc c'est des détails que vous devez bien regarder, ça fait partie de votre sélection parce qu'encore une fois, plus l'épargne sera sur le long terme, plus l'impact des frais sur votre épargne sera colossal. Merci à tous les deux pour ces premiers éléments de réponse. On va maintenant passer aux questions des auditeurs. Henri, du coup, on va poursuivre avec toi. On a une première question de Martine qui nous demande quelle est la différence entre la gestion pilotée et la gestion pilotée à horizon. Alors, la gestion à horizon, c'est un concept relativement nouveau en France qui consiste à allouer à l'enveloppe d'épargne un horizon donné, un horizon à partir duquel potentiellement l'épargne doit être dérisquée pour pouvoir être mobilisée par l'épargnant pour la réalisation de quelques projets que ce soit, mettons l'achat d'une résidence secondaire ou l'achat d'une résidence principale. Donc l'idée dans une gestion à horizon, c'est de déterminer cet horizon, mettons 10 ans ou 20 ans. Lorsqu'on est très loin de cet horizon, on va pouvoir se permettre de prendre plus de risques. Et au fur et à mesure que l'on va se rapprocher de l'échéance, mécaniquement, l'allocation va être modifiée en réduisant la pondération allouée aux actions, qui est l'actif par nature le plus rémunérateur, mais aussi le plus risqué, et en renforçant l'allocation aux autres classes d'actifs, les classes d'actifs non risquées, de manière à sécuriser progressivement l'épargne. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion pilotée à horizon. Elle se différencie de la gestion profilée traditionnelle qui, elle, n'a pas d'horizon. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une gestion profilée traditionnelle, comme vous n'avez pas d'horizon, par défaut, on vous alloue un produit dont l'allocation va être stable. Et les deux approches sont très complémentaires parce que même dans un produit d'épargne retraite, on n'a pas forcément pour horizon l'horizon retraite. Je crois que c'est Benjamin ou toi, Charlotte, qui évoquait tout à l'heure le fait que le PER pouvait être utilisé aussi comme un produit d'épargne dans la perspective de l'achat de la résidence principale. Il est évident que si l'objectif, c'est d'acheter la résidence principale, quand on est jeune, quand on démarre une activité professionnelle, évidemment, on ne va pas investir comme si on avait un horizon de 40 ans devant soi. Le projet de réalisation de l'achat de la résidence principale, il a peut-être juste un horizon de 10 ans. Auquel cas, ça veut dire qu'il va falloir capable de moduler l'allocation d'actifs du portefeuille en fonction de cet horizon particulier. On peut aussi partir du principe que lorsqu'on arrive à la retraite, on n'a pas forcément besoin du capital qui a été épargné en prévision de la retraite. Quand on part à la retraite, en général vers 60 ou 65 ans, on a, heureusement encore aujourd'hui, de l'ordre de 30% d'espérance de vie devant soi. On n'a pas forcément besoin de mobiliser tout de suite cette épargne. On n'a pas besoin forcément de venir tout de suite compléter ses revenus. On peut très bien considérer que cette épargne, elle est plus là dans un objectif de protection contre le risque de dépendance, donc à partir d'un âge relativement avancé, de l'ordre de 85 ans, plutôt que pour venir compléter des revenus immédiatement au moment du départ à la retraite. Auquel cas, dès lors que l'horizon est long, rien n'empêche de conserver un profil d'investissement plus risqué, de manière à pouvoir capitaliser
plus vite sur le rendement attendu des actions et plus fort sur le rendement attendu des actions, quitte à dérisquer plus tard. Donc, les deux approches sont assez complémentaires. Globalement, tout dépend de l'objectif de chaque épargnant et évidemment, ce sera quelque chose qu'il devra apprécier au regard de la littérature que vous mettez à disposition sur votre site ou de la littérature qui est à disposition de la plupart des épargnants sur énormément de sites d'information en matière d'épargne personnelle. Ok, très clair. Merci Henri. Puis ça dépend aussi peut-être du profil de chacun. Peut-être que certains se sentent moins à l'aise pour sécuriser et que d'autres se disent je peux très bien être en dynamique et généralement si j'ai juste mon objectif retraite, 8-10 ans avant mon objectif retraite, peut-être commencer un petit peu à sécuriser pour éviter quelques malentendus les veilles de départ à la retraite. Tout à fait. Je crois vraiment que le facteur de différenciation, c'est le besoin qu'on va avoir potentiellement de ce capital. Bien sûr. Si on est capable d'avoir un horizon à partir duquel on va avoir besoin de retirer ce capital, si on a une idée du montant qu'on va être amené à retirer, Benjamin citait tout à l'heure des pourcentages en fonction des taux de fiscalité, à ce moment-là, la gestion à horizon est une gestion qui est relativement adaptée parce qu'elle va adapter le profil de risque à cet horizon. En revanche, s'il n'y a pas d'horizon défini, la gestion à horizon, c'est une obligation réglementaire. Donc, c'est le choix qui va être proposé aux épargnants par défaut. Ce n'est pas forcément une obligation absolue, dans la mesure où ce n'est pas forcément le profil ou l'approche la plus adaptée quand on n'a pas d'horizon défini. Oui, et puis rappelons-le, tu as parfaitement raison, la gestion pilotée à horizon s'active 15 ans avant la retraite. C'est-à-dire que ça ne démarre pas non plus 30 ans avant la retraite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la nécessité de sécuriser cette épargne. Et ça me permet de rebondir pour enchaîner sur une deuxième et dernière question pour toi, Henri. On parle de sécuriser cette épargne en cas de besoin, devant l'échéance arrivant, de sécuriser cette épargne pour éviter de se retrouver un petit peu le bec dans l'eau la veille de sa retraite sur des économies capitalisées depuis longtemps. Et là, nous avons une question. Alors, excuse-moi. Nous avons une question de Jean-Jacques qui nous dit « Comment sécuriser l'épargne en l'absence de fonds euros ?» Car bien évidemment, du fait d'être en compte titre, on ne voulait pas éviter le sujet avec vous ce soir, aucun problème. Du fait d'avoir choisi le compte titre et non pas l'assurance vie, l'épargne sécurisée se fait davantage sur du monétaire, sur des ETF obligataires. Henri, un avis sur le sujet? Alors déjà, je pense que dans la question de l'intervenant, il y a une hypothèse implicite qui est que l'épargne sur le contrat en euros est sécurisée. Alors ça, c'est normal parce que historiquement, quand on regarde sur 20 ans ou sur 30 ans, le contrat en euros, c'était un magnifique produit, un produit d'épargne, un produit d'investissement en fait, qui rémunérait beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a eu une érosion du taux de rendement du contrat en euros, une baisse progressive, tendancielle de ce taux de rendement, et aujourd'hui, la rémunération offerte par les contrats en euros est très faible. Donc, ce que propose le contrat en euros, dans la perspective d'une sécurisation, c'est plus la garantie en capital, qu'un quelconque rendement. Alors, cette garantie en capital, c'est bien, mais ce n'est pas forcément une panacée, tout simplement parce qu'il y a quand même de l'inflation. D'accord ? Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Le coronavirus est sans doute aussi pour quelque chose. Ça en aura peut-être un peu plus demain. Mais il y a de l'inflation. Et lorsque vous sécurisez le capital avec un rendement faible, alors que vous avez potentiellement de l'inflation aujourd'hui ou peut-être plus sûrement demain, à un moment donné, vous avez ce qu'on appelle l'illusion nominale, c'est-à-dire que vous protégez votre capital, mais vous ne protégez pas votre pouvoir d'achat. D'accord ? Donc, la sécurisation, vous la faites vis-à-vis de votre capital, vous ne la faites pas vis-à-vis de votre pouvoir d'achat. Ce qui importe avant tout pour l'épargnant, c'est de protéger son pouvoir d'achat. Épargner, c'est différer un acte de consommation. Ça ne sert à rien d'épargner aujourd'hui si l'acte de consommation que je ne fais pas aujourd'hui, je ne vais pas être capable de le faire demain parce que mon potentiel d'achat, mon pouvoir d'achat va être inférieur demain à ce que j'ai aujourd'hui. Donc, le contrat en euros, historiquement, était une très bonne solution. Malheureusement, les recettes d'hier ne sont pas forcément adaptées au monde de demain parce qu'on a eu une baisse tendancielle des taux. Cette baisse tendancielle de taux, elle se reflète dans la rémunération du contrat en euros. Et même si les taux remontent demain, un petit peu ou de manière plus significative, le contrat en euros, de par sa nature, la manière dont il est construit, ne pourra pas accompagner rapidement cette hausse des rendements et ne pourra pas l'offrir aux épargnants. Donc en fait, si on veut sécuriser aujourd'hui un capital, sur le long terme, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de prendre des risques au départ, parce que quand on regarde dans l'échantillon des classes d'actifs disponibles, et aujourd'hui au niveau des actions, vous avez toujours la possibilité de capitaliser à un niveau élevé en termes de performance attendue par rapport aux autres classes d'actifs. Et globalement, si on regarde sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, même les investisseurs qui ont investi à la veille d'une crise, à la veille de la crise financière de 2008 ou à la veille de l'éclatement de la bulle Internet dans les années 2000, ces investisseurs-là, 100% actions, ils n'ont pas perdu en capital sur des horizons longs.
D'accord ? Donc, la première chose, en termes de sécurisation, entre guillemets, de l'épargne, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, c'est parfois d'accepter de prendre plus de risques, mais avec la perspective d'être mieux rémunéré et grâce à cette meilleure rémunération, de compenser finalement le risque de perte à la fois lié à la volatilité des marchés et de perte d'un pouvoir d'achat. La deuxième manière de sécuriser, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est la gestion progressive de l'allocation. Et on peut très bien envisager d'investir la partie qu'on désinvestit des actions vers des classes actives qui sont moins risquées, sans pour autant être sans risque. Aujourd'hui, un placement sans risque est un placement sans rendement. D'accord ? Et donc, c'est un placement qui est potentiellement perdant face à l'inflation. Donc, il faut peut-être conserver un peu de risque, mais pas sortir tout le risque. On peut penser, par exemple, à des obligations court terme ou on peut penser à des obligations d'entreprise, par exemple. Ok, très clair. Donc au final, la garantie du fonds euro, elle a surtout un impact psychologique chez l'épargnant qui a été quand même bien éduqué aussi avec ces fonds garantis qui offraient il y a quelques années de cela des rendements assez différents d'aujourd'hui. Merci pour ton intervention. J'ai deux questions aussi pour Benjamin. Cette fois-ci, peut-être un petit peu plus pratico-pratique. On repart dans l'univers de la défiscalisation. On a Romain qui nous demande « L'argent déposé sur mon PER l'année X servira à défiscaliser l'année X ou l'année X plus 1. Si j'ouvre un PER Yomoni avant fin 2020, puis-je préparer une réduction d'impôt pour cette même année et comment déclarer cette déduction d'impôt concrètement sur ma déclaration d'imposition ?» Alors, sur ce point, on a eu la modification du prélèvement à la source, bien évidemment, qui est intervenue il y a de ça quelques temps, mais on a quand même toujours globalement la même chose, à savoir que les revenus de l'année X sont déclarés en X plus 1. Donc là-dessus, avec un versement fait en fin d'année, l'économie réelle d'impôt que va faire l'épargnant lui sera remboursée lorsqu'il fera sa déclaration de revenus en X plus 1. Donc globalement, là pour Romain, il va avoir son économie réelle d'impôt, il va devoir attendre 6-7 mois véritablement, le mois de juillet, août, septembre, au moment où sa déclaration d'impôt sera enregistrée pour avoir sa restitution fiscale par rapport à l'investissement qu'il a fait. Par contre, il faut bien préciser que les versements qui sont faits sur les PER, notamment l'épargne retraite, peuvent être intégrés dans le TOPAS, ce fameux TOPAS de prélèvement à la source. Un versement qui a été comptabilisé, enregistré dans une déclaration d'impôt de l'année, va avoir un impact sur le TOPAS qui va s'appliquer sur les revenus futurs. Donc, on a quand même, si vous voulez, pour lui, 6-7 mois à attendre avant d'avoir l'effet fiscal de son investissement, mais qui sera aussi valable pour son TOPAS de l'année suivante. Mais on n'aura pas une immédiateté entre son investissement et son économie d'impôt. Il y a quand même quelques mois à attendre avec notre système de décalage entre la déclaration et les revenus. Ok, donc cette année, j'investis 5 000 € de disponible fiscal par rapport à mes revenus. Et en fait, j'attends ma déclaration d'impôt en mai, mai 2021 pour déclarer l'investissement à déduire de ma base imposable et donc pour bénéficier de cette économie d'impôt générée à fin d'année 2020, mais déductible en 2021. Ok, très clair. Vous avez une case dans la déclaration d'impôt qui est dédiée à l'épargne retraite dans la déclaration 2042 qui vous permet de déclarer au titre des charges déductibles du revenu imposable les cotisations versées au titre de l'épargne retraite. De toute façon, les clients reçoivent un document, un IFU à la fin de l'année fiscale, indiquant le montant à déclarer et dans quelle case à déclarer sur la déclaration 2042, bien évidemment. Dernière question pour nous ce soir, qui est de Patrick, qui a lu qu'on pouvait ouvrir un PER à son enfant afin de défiscaliser et lui permettre d'épargner. Jusqu'à quel âge peut-il investir de cette manière-là pour son enfant, jusqu'à sa majorité ou même après? Et par ailleurs, est-ce que cet enfant pourra débloquer cet argent pour sa résidence principale? Et si oui, dans quelles conditions? Et au final, Patrick nous demande si c'est pas plus judicieux, in fine, de l'ouvrir une assurance vie. Alors, effectivement, la question de l'épargne pour un enfant sur un PER a été développée par pas mal d'articles ces derniers temps. Oui, effectivement, il est possible d'ouvrir un PER au nom de son enfant et de profiter soi-même, tant qu'il est dans le foyer fiscal, de la déductibilité fiscale sur les versements. Alors attention quand même, quand il s'agit d'épargner pour un enfant, on ne peut pas, au niveau de la déductibilité fiscale, épargner plus de 10% du revenu du bénéficiaire, du produit. Donc quand il s'agit d'un enfant qui n'a pas de revenu, entre guillemets, on va être limité au minimum de déductibilité. C'est 10% du plafond de la sécurité sociale. Globalement, c'est 4 000 € par an. Ça ne va pas être calculé sur la base de votre revenu à vous, mais bien du revenu de l'enfant. Et s'il n'en a pas, l'enveloppe maximale annuelle, c'est 4 000 € par an. Ensuite, à la sortie, qu'est-ce qui va se passer?
Alors là-dessus, on a quand même le Code monétaire et financier qui nous dit que la somme peut effectivement être récupérée à l'acquisition de la résidence principale de l'enfant. Là, par contre, on ne va pas avoir, dans la rédaction actuelle du Code monétaire et financier, la possibilité d'échelonner le capital en plusieurs fois. Il va falloir récupérer la somme en une seule fois. Donc, c'est vrai que fiscalement, attention, parce que là, quand on récupère en une seule fois une somme importante, votre enfant, qui à ce moment-là est peut-être sorti du foyer fiscal, va lui potentiellement avoir une somme d'impôt assez importante à payer, alors sauf s'il est vraiment au début de sa carrière professionnelle et qu'il est encore sur des revenus assez bas, mais attention quand même à cette fiscalité à la sortie. Vous pouvez peut-être faire des économies d'impôts importantes. Votre enfant, lui, au moment de récupérer la somme, il faut quand même qu'il soit au courant, qu'il ait de la fiscalité à payer dessus. Il ne faut pas qu'il dise à sa banque, j'ai 30 000 euros sur mon PER, j'ai 30 000 euros d'apport. Il faut vraiment qu'il prenne en compte sa fiscalité derrière. Alors, l'épargne pour un enfant, par rapport à l'assurance vie, pour revenir un petit peu sur ce sujet-là, moi, la différence majeure, je la vois surtout d'un point de vue juridique. L'intérêt d'utiliser le PER pour l'enfant, c'est que ça permet, beaucoup de parents cherchent à savoir ce que son enfant va faire de l'argent qu'on met de côté pour lui. Et c'est vrai que l'avantage du PER, entre guillemets, alors l'enfant sera peut-être pas forcément du même avis, mais le parent sait que globalement, avec ce PER, l'enfant ne pourra pas utiliser la somme pour autre chose que pour l'acquisition de la résidence principale. Et c'est vrai que du point de vue juridique, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, qui peut plaire à un certain nombre d'entre vous, parents qui nous écoutez. C'est le fait de se dire, mon enfant, je lui mets une somme de côté pour qu'il achète sa maison. Ou alors, il y a aussi des cas malheureux de la vie qui permettent de débloquer. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais on a quand même des cas qui limitent l'accès de l'argent à l'enfant et on est sûr qu'il va l'utiliser pour cet objectif-là, qui était peut-être le nôtre en tant que parent. Alors qu'avec l'assurance vie, dès lors que votre enfant est majeur, il va bien pouvoir utiliser la somme comme bon lui semble, parfois peut-être pas comme on l'aurait souhaité. Et c'est ça, moi, l'intérêt que j'arrive à voir dans cette solution. Ok, très clair, plutôt anecdote, plutôt amusante pour finir ce webinaire sur le PER. Merci à tous les deux d'avoir participé. Juste avant de vous déconnecter, merci de nous avoir suivis toujours nombreux. Vous pouvez d'ores et déjà souscrire à votre PER pour les clients Yomoni depuis votre espace connecté. J'insiste bien pour pouvoir finir le tunnel de souscription qui est sorti flambant neuf ce matin. Il faut le faire depuis votre espace connecté. En vous loguant sur votre espace connecté, vous aurez un accès direct à la souscription. Et pour toutes les personnes prospects qui nous suivent, qui se sont éventuellement inscrits à la landing page, vous pouvez vous inscrire et vous lancer dans votre souscription de PER depuis la home page Yomoni, depuis l'onglet PER. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.